À tous, merci d'être là. Je suis Grace et je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à notre dîner causerie au Conseil manitobain pour la coopération internationale. Je voudrais reconnaître que je suis à Winnipeg, sur le territoire du traité 1. C'est le territoire traditionnel des Anishinaabe, Cris, Dene et le territoire de la nation Métis. Donc, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas familier avec le Conseil du Manitoba, nous avons à peu près 40 organisations manitobaines qui travaillent en coopération internationale dans le monde entier. Notre vision, c'est celle d'un monde juste et nous voudrons souligner que cet événement est appuyé en partie par du financement de l'AMC. Je voudrais présenter les panélistes. Donc, je voudrais souhaiter la bienvenue à Changement pour les enfants, Lorraine Swift et Tony Llorente. Ensuite, pour les étudiants offrant le soutien, il y a James Aaron, Laura Barbosa, Noé Kaal et Isabella Tona. Avant de les écouter parler de chacun des projets et des défis en éducation, je voudrais présenter Gabrielle Wilms de Fonds FIT qui a financé ces projets. Ensuite, nous allons entendre parler de chacun des projets. Ensuite, il y aura une petite discussion en panel et ensuite, nous vous permettrons de poser des questions. Donc, je vais passer la parole à Gabrielle pour nous dire qu'est-ce que c'est que le FIT. Alors, Gabrielle, à vous. Merci beaucoup, Grace. Merci. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui et de vous montrer le travail de certaines des organisations que nous avons appuyées avec le fonds FIT. Donc, avant de leur permettre de partager les résultats, je voulais vous donner un petit peu le contexte de ce programme. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le Fonds national d'innovation et de transformation, c'est un programme qui est proposé par le RCC et le Conseil du Manitoba. C'est un programme qui appuie les PMO canadiennes à tester des solutions novatrices qui feront progresser l'égalité de genre en partenariat avec des organisations dans le Sud. Donc, nous essayons d'appuyer des organisations lorsqu'ils mettent leurs solutions novatrices à l'essai. Ils vont pouvoir donc informer les décisions qui seront prises à l'avenir. C'est un petit peu différent des programmes de mise en œuvre habituels. Et donc, c'est intéressant d'en apprendre des organisations également. Il y a le renforcement des capacités, le partage des connaissances qui sont ciblés. Jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a 3 appels qui ont été financés par FIT. Il y en a un autre qui sera bientôt un autre. Et puis donc, les 2 organismes qui vont présenter aujourd'hui vont nous parler de ce qu'ils ont mis à l'essai, ce qu'ils ont appris durant ce processus. Sans attendre, je vais passer la parole à Grace à nouveau. Maintenant, nous allons écouter Changement pour les enfants. Donc, nous sommes très heureux de parler de notre expérience dans le nord du Nicaragua, à Bossawas. C'est la plus grande partie de forêt tropicale au nord du bassin de l'Amazone. Nous avons travaillé là depuis 2000. Pour cette innovation, on s'est rentré en partenariat avec le gouvernement territorial du coin, le ministère de l'Éducation du Nicaragua, des experts en technologie, d'autres experts et des financements. Et donc, il y a également beaucoup de donateurs. On va vous montrer une petite vidéo de comment le projet a commencé. Ensuite, nous entendrons Tony Llorente qui est sur le terrain en ce moment. Hello, my name is Lorraine Swift and I'm the Executive Director of Change for Children. Change for Children is currently testing an innovation called Technology and Training for Quality and Equality in the Bossawas.
Change for Children's innovation in the Mosquito Indigenous communities there involves using technology and training to improve teacher pedagogy in these remote communities. Perhaps the most exciting part of this innovation is its focus on the cultural and linguistic adaptation of a teacher training MOOC, or Massive Open Online Course, and the fact that teachers now finally have access to culturally and linguistically adapted teaching and learning materials, which are all stored on the massive digital libraries called Rachel's, which we have installed there. Due to the incredible generosity of Change for Children's donors over the years, we built 7 schools in the region, and now in 2021, all 7 schools will benefit from this technology and training innovation. Thanks to the FIT, we've been able to learn many lessons about what works in tech education in this remote region, and are now scaling the project to reach more communities, more teachers, and more students. The FIT has helped me realize my dream, and the dream of many Change for Children donors across the country, to bring mother tongue and gender-sensitive education to the Mosquito peoples of Bosowas. Thank you. Notre innovation est basée sur 4 piliers qui s'adressent à 7 ODD. Donc, c'est la formation des enseignants pour améliorer la pédagogie, les documents, le matériel pour encourager l'identité autochtone, la santé sexuelle et reproductive, le genre, et ensuite la technologie en classe et l'énergie solaire. Je vais commencer à parler des résultats. Nous avons identifié des déficiences majeures dans la formation des enseignants. Il n'y a pas de possibilité de formation pour les enseignants à Bosawas. La plupart ne sont même pas des enseignants. Ce sont des gens qui sont allés jusqu'au niveau 6 et qui commencent à travailler dans les classes. Il y a beaucoup de formation qui est nécessaire. Il n'y a pas du tout d'éducation et de matériaux dans leur langue maternelle, même si le ministère de l'Éducation, qui s'appelle MINED, priorise l'éducation dans la langue maternelle des peuples autochtones. Eh bien, malgré ceci, ils n'ont aucun accès à des documents, ils ne peuvent pas. Et il y a juste 22% des enseignants qui pouvaient lire et écrire en mosquito. Comme Lorraine le disait, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. D'après les résultats, nous avons vu qu'il y a eu très peu de possibilités concernant la formation du genre et bon, les étudiants ainsi que les enseignants n'ont pas de connaissances de base. Il y a également les problèmes de technologie, d'électricité ou d'ordinateur. Les résultats dans la formation des enseignants, nous avons pu inclure 123 participants. 56% étaient des femmes et ça se passait dans 4 collectivités. C'était des communautés centrales, là, à l'endroit où nous avons installé l'énergie solaire. Nous avons utilisé l'énergie solaire. Il y avait une librairie numérique, également des portables. En ce qui concerne les enseignants à vos savoirs, avant, ils ne savaient même pas allumer un ordinateur et maintenant, c'est bien de voir qu'ils ont accès à des ordinateurs et à des ressources en éducation. Il y a également la question de savoir taper à l'harmonie. Les statistiques sont organisées de manière numérique. Et nous avons donc beaucoup plus de données qui sont disponibles. Comme ceci, ils peuvent utiliser ces informations pour faire des représentations afin d'avoir plus de financement. Les
enseignants peuvent enseigner aux élèves à faire la même chose que ce qu'ils ont appris. Il y a la bibliothèque numérique également, et ils ont dit qu'il y a de meilleurs espaces d'apprentissage qui sont disponibles et il y a une meilleure interaction entre les pairs. Et il y a une certaine compréhension de ce que c'est que l'égalité de genre. Pour l'éducation Mosquito, 90% des étudiants rapportent qu'ils utilisent du matériel en Mosquito. Bon, maintenant, il y a beaucoup plus d'enseignants qui sont capables de lire et écrire en Mosquito. 99% des enseignants peuvent enseigner la culture et l'histoire. Les enfants apprennent à l'école et les étudiants plus âgés aussi. En ce qui concerne l'égalité de genre, 95% des enseignants utilisent des matériaux fondés sur le genre. La formation a été fournie aux employés du projet, mais aux enseignants. Il y a beaucoup plus de participation des filles et l'approche communautaire également est faite avec la question de genre à l'esprit. Comme je l'ai mentionné plus tôt, avant, il n'y avait pas d'énergie dans cette communauté. On a installé des panneaux solaires et comme ceci, ces communautés ont pallié au manque. Bon, les enseignants utilisent la technologie pour l'enseignement, la gestion, etc. Et donc, le développement économique sera beaucoup plus pratique, ainsi que l'accès à l'information. Et maintenant, je vais passer la parole. Ce sont des résultats très impressionnants que nous avons eus au Botswana. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ce genre de résultats dans ces régions éloignées. Et c'est pour ça que ce projet a tellement eu de réussite pour faire la différence. Donc, ce qui est important, ce sont des donateurs loyaux et des partenariats très, très forts. Donc, voici ceux qui ont collaboré et qui se sont assurés que nous aurions les résultats escomptés. Et bien sûr, tous les résultats étaient également très importants pour nos différents partenaires. Le fait d'introduire la technologie dans des endroits très, très éloignés où les enseignants n'avaient aucune expérience en ce domaine. Nous avons appris beaucoup de choses durant ce parcours. Donc, il y a eu beaucoup d'utilisation des ressources en Mosquito. Bon, il y a eu des résultats en ce qui concerne le genre. Bon, si tout ceci existe, les gens viendront. Nous avons eu beaucoup d'intérêt d'autres donateurs. Il y a 60 millions de filles qui financeront la phase numéro 2. Et donc, nous avons pu étendre nos connaissances. Nous avons soumis des demandes au fonds PMO, au CRDI, parce que ce projet a connu beaucoup de succès. Notre campagne cette année s'appelle En dehors des lignes. Nous voyons qu'il y a la possibilité d'accomplir de grandes choses et on peut vraiment effectuer énormément de progrès si on s'y attaque comme il faut. Voici comment vous pouvez nous joindre pour en apprendre sur ce projet-là ou même sur notre organisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lauren et Tony. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, je vais passer la parole à Jamie de SOS, des étudiants offrant du soutien. Merci beaucoup à FIT et à MCC de nous avoir invités à partager notre projet. Je m'appelle Jamie Aaron, je suis directeur général de SOS. Nous sommes basés au Canada et nous nous concentrons sur l'éducation. Bon, bien sûr, je voulais que toute l'équipe soit ici avec moi. Il y aura Laura Barbosa qui est au Canada, elle est directrice des programmes mondiaux du Guatemala. Il y a Noé et Isabelle
qui sont nos agents de programme locaux et qui travaillent avec les partenaires communautaires au Guatemala. Et nous avons travaillé avec Noé et Isabelle depuis plus de 7 ans, donc nous avons de très, très bonnes bases pour ce projet-ci. Ce que nous voulions faire, c'est que nous voulions appuyer les étudiants mayas dans les communautés pour qu'ils étudient au-delà de la 6e année. Il y a un quart des étudiants qui continuent après l'école primaire et la question est importante aussi pour les filles et les jeunes femmes. Nous faisions notre mise à l'essai en mars 2020 lorsque la COVID a commencé. Pour notre approche, notre innovation, ça a commencé avec une nouvelle idée par rapport aux étudiants. Nous voulions voir les jeunes comme étant des agents de changement, pas simplement ceux qui allaient recevoir les connaissances. Donc, le centre de notre approche, ce sont nos cercles d'apprentissage. Nous avons sélectionné des mentors qui ont de 16 à 20 ans. Chaque semaine, ils rencontrent des étudiants en 4e, 6e, à la 6e année. Et donc, cette approche était innovatrice parce qu'on faisait confiance aux jeunes et ils n'avaient jamais fait l'expérience de ce genre de confiance auparavant. Nous avons fourni l'accès à des technologies innovatrices. Ce sont des étudiants qui n'ont pas accès à l'Internet et là, ils ont pu avoir accès au même genre de matériel qui était disponible pour changement pour les enfants. Donc, vous voyez ici, on a travaillé avec les parents et les enseignements pour avoir le soutien de tout le monde pour l'éducation des jeunes. Donc, ce projet était une plus grande réussite que ce que nous pensions. Nous avons réussi à remplir 26 indicateurs et c'était vraiment très, très bon pour nous à l'avenir. Nous avons pu appuyer 400 étudiants et nous avons plus de 3000 bénéficiaires directs. Je vais passer la parole à Isabelle qui va nous parler du contexte local. Merci beaucoup, James. Je voudrais vous parler un peu de cet endroit. Les gens à San Felipe, Ojo de Agua, ce sont des autochtones. Et il y a des familles qui parlent Kichichu et il y a beaucoup d'analphabétisme. Et la raison, c'est parce que il y a eu des conflits armés depuis les 4 dernières années. Donc, les gens n'ont pas accès à un travail formal. Ils tirent leurs revenus du travail agricole, surtout le maïs et le soja. Et donc, il y a beaucoup de défis socio-économiques. C'est pour ceci que c'est très important pour eux d'avoir la possibilité pour la nouvelle génération de s'améliorer. Donc, merci beaucoup. Je ne vais pas passer la parole à Noé. Bonjour à tous. C'est un des 22 départements ici et moi, je travaille à Las Arrugas. La plupart des enfants parlent Pocachi et espagnol, mais les gens travaillent surtout en agriculture. Ils cultivent des haricots, des pommes de terre et des tomates. Et il y a beaucoup d'enfants qui doivent rester à la maison plutôt que d'aller à l'école. Donc, nous essayons de donner plus de possibilités d'aller à l'école primaire. Et donc, nous faisons de notre mieux. Je repasse la parole à Lara qui a plus de détails. Je vais parler un peu des activités d'innovation. Tout d'abord, c'est la sélection et la formation des menteurs. 60% sont des
filles et 40% des garçons. Vous voyez, ils vont avoir des cercles d'enseignement. Ils se rencontrent 2 fois par semaine pour 2-3 heures. Ils travaillent sur les devoirs, les mathématiques, l'histoire et ils jouent aussi à des jeux parce que nous voulons que ça soit amusant et dynamique. Nous leur fournissons des bourses parce qu'il y a certaines familles qui ont des problèmes financiers. On fournit les livres, les crayons, etc. Comme ceci, ils auront tout ce dont ils ont besoin. Il y avait également l'engagement parents et communauté. C'était bon pour montrer que c'était pour toute la communauté, pas simplement pour les étudiants. Chaque mentor avait une plateforme qui s'appelait Roomy et là, il pouvait regarder des vidéos, des activités sans avoir accès à l'Internet parce que dans cette communauté-là, ce n'était même pas une option. Donc, c'était vraiment bien d'avoir ces tablettes. Nous avons élaboré des programmes aussi pour la formation en égalité de genre. Nous avons traduit ces documents dans leur langue maternelle. Ils ont pu devenir beaucoup plus avertis au niveau financier et autres. Et bien sûr, il y a l'engagement des enseignants aussi qui est très important. Tout ce qu'il y avait sur les tablettes était fondé sur les commentaires de la communauté et des enseignants pour s'assurer qu'on faisait ce qu'ils voulaient. Pour l'échéancier en innovation, nous avons démarré en mars 2020 lorsque la pandémie a commencé. Nous avons dû nous adapter, mais nous avons pu le faire. De juin 2020 à mai 2021, nous avons eu des formations avec les partenaires locaux et en mai 2021, nous avons eu l'évaluation finale. Il y avait des membres de la famille et des membres de la communauté avec les étudiants. En ce qui concerne le cadre de mise à l'essai de la gestion, nous avons 26 indicateurs qui nous permettaient de comprendre comment ce programme fonctionnait. Et parmi ces 26 indicateurs, nous avons eu des sondages qui ont été présentés aux étudiants, aux parents et aux enseignants, juste pour que on sache si quelque chose ne fonctionnait pas, peut-être qu'on pouvait adapter certains éléments. Et on s'assurait qu'il y avait un engagement envers l'éducation. Et il y avait aussi le fait que les étudiants étaient beaucoup plus impliqués. Et puis finalement, nous avions fait des entretiens pour que les enseignants puissent dire combien ils ont aimé la participation dans ce projet. Merci beaucoup. Je repasse la parole à Noé. Je vous montre quelques photos. Bon, cette jeune fille s'est engagée dans le programme l'année dernière. Lorsqu'elle a commencé, on ne savait pas si elle allait pouvoir rester dans le programme parce qu'elle était très, très timide. Après un an, elle a fini le secondaire et elle va étudier la médecine. Et maintenant, son père a dit qu'il allait l'aider le plus possible. Et ce sont des jeunes qui sont devenus des leaders locaux pour que les filles puissent se battre pour leur vie. Donc, j'espère que Hailey recevra son diplôme en médecine. Elle sera très, très engagée. Donc, c'est bien de faire ceci, de le reproduire dans d'autres familles. Donc, voilà. Merci beaucoup. Oui, je voudrais vous parler un peu de l'égalité de genre. C'est un sujet qui n'est pas très, très bien compris par les familles dans notre communauté. Nous entendons souvent que les femmes doivent être à la maison et servir les repas à leur mari, que les hommes, ce sont eux qui soutiennent la famille. Donc, ce programme souligne l'importance du droit des femmes. Dans le cas
d'Evelyne. Avant, elle cuisinait et elle servait ses 7 frères et sœurs avant d'aller à l'école. Maintenant, elle a plus de temps pour faire son travail parce que ses frères ont plus de responsabilités à la maison. Et elle veut devenir infirmière et elle a le soutien de sa famille. Donc, merci beaucoup. Je repasse la parole à James. Merci Noé et Isabelle d'avoir partagé ceci pour nous lorsque nous avons vu nos résultats. Et bon, là, on a parlé juste de certains détails, mais nous avons notre rapport complet que je serais content de partager avec vous. Puisqu'on a vu ces résultats, à la fin de la mise à l'essai, on ne savait pas si ça allait fonctionner, mais ça a vraiment validé notre hypothèse. Et c'est ça ce que nous allons faire à l'avenir chez SOS. Nous avons pu continuer le programme avec nos propres levées de fonds et maintenant nous travaillons à continuer ce travail dans d'autres communautés à l'avenir. Nous avons vu aussi quelle est la capacité de nos mentors, pardon. Et donc, nous allons pouvoir avoir un plus grand ratio de personnes qui vont avoir accès au mentorat. Ils ont tous pu identifier des leaders communautaires pour pouvoir faire un projet dans leur propre communauté. Donc, nous investirons encore plus dans le leadership des étudiants. Nous aimerions inviter tout le monde à venir à notre événement le 24 septembre. Vous allez pouvoir écouter les récits de chacun de ces jeunes mentors. Vous pouvez nous contacter aussi si vous voyez. Là, il y a tous nos coordonnées. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui étaient impliqués dans la période de mise à l'essai. C'est une grande réussite. Je vois qu'un des partenaires est Changement pour les enfants. Bien sûr, ce sont des gens qui nous aident beaucoup, mais merci beaucoup à Graines d'innovation, à Isabelle, à Noé, également à le Fonds pour l'innovation et la transformation qui nous a donné la possibilité de faire la mise à l'essai de ce projet. C'était vraiment une très belle occasion de mettre à l'essai et de voir et de continuer sur notre lancée. Merci beaucoup à tous. C'était vraiment intéressant d'entendre les détails de vos projets. J'ai bien apprécié les gens qui ont présenté du Nicaragua et du Guatemala. C'est très intéressant de les entendre. Ensuite, nous allons passer à une discussion en panel. Donc, Gabriel du FIT va mener la discussion avec ses panélistes. Donc, je vous passe la parole, Gabriel. Merci beaucoup, Grace. Merci de ces présentations. C'était une très bonne présentation générale. Nous pensions peut-être parler de certains sujets clés. Et bien sûr, nous nous concentrons sur l'égalité de genre, les filles et les jeunes femmes. Donc, comment est-ce que vous intégrez cette approche dans votre travail? Quels sont les résultats clés que vous avez obtenus? Peut-être que vous pourriez nous en parler un petit peu. Nous allons commencer avec Lauren et Tony de Changement pour les enfants. Oui, je peux dire quelques mots. Oui, nous avons commencé avec Girl Rising au niveau des notes conceptuelles pour le FIT et nous avons pu parler à la femme qui s'en occupe au Guatemala. C'est elle qui a fait la ligne de référence. Elle a pu nous conseiller. Nous avons eu aussi un spécialiste pédagogique. Il y a également des groupes de travail et nous avons vu quelle était la situation par rapport à l'égalité de genre dans la communauté, qui étaient les leaders, les aînés, les étudiants, les profs. Et donc, nous avons conçu nos activités d'après ce que nous avions appris et donc nous voulions continuer à l'amener dans les régions pour faire des ateliers, mais nous n'avons pas pu le faire à cause de la pandémie.
Mais ces ateliers ont eu lieu du Guatemala en ligne, mais elle ne pouvait pas travailler avec tous les enseignants de la région. Mais nous avons eu des sessions pour former les formateurs. Elle a pu former les employés du projet et les spécialistes en pédagogie pour donner ces ateliers. Tony, pourrais nous dire un petit peu ce qui a été fait et quels résultats ont pu se trouver dans la salle de classe? Comme Lauren l'a dit, nous avons vu beaucoup de changements dans les salles de classe, surtout en ce qui concerne le comportement des étudiants et des enseignants. On l'avait dit plus tôt, la plupart des enseignants sont des femmes et elles ne sont pas vraiment formées en pédagogie et sur le concept de genre non plus. Il y avait une enseignante de Nawas, elle s'appelle Ivania. Je vais vous donner son exemple. Je crois que ce qu'elle a dit durant un des sondages, une des entrevues, c'est qu'elle ne pouvait pas utiliser d'ordinateur, elle ne connaissait rien au concept de genre. Et maintenant, elle peut tout faire, elle peut utiliser la technologie et elle peut faire l'enseignement des droits des jeunes filles, la question, bon, aussi des droits à l'éducation. Avant, ce n'était pas possible avant ce projet. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'engagement dans la communauté, de la part des enseignants aussi. Les enseignantes ont vraiment hâte de faire la promotion de ce qu'elles ont appris dans la classe. Ils sont vraiment très emballés parce que nous savons que tout ceci va continuer. Maintenant, il y a des rituels dans la communauté, ils vont continuer à s'éduquer. Et bien sûr, nous nous assurons qu'il y a une diversité de matériaux qui sont adaptés au contexte et à la région. Donc, je crois que c'est vraiment extraordinaire. Et donc, au début, nous avons vu qu'il n'y avait aucune connaissance de la question de genre. 90%, c'est vraiment un chiffre très élevé. Et je suis très heureux de le mentionner parce que maintenant, ils sont au courant et maintenant qu'ils ont tous les matériaux nécessaires, ils vont pouvoir les utiliser. Nous avons vu énormément de changements, comme je le disais dans la présentation. Les, les garçons veulent bien faire certaines des tâches qui étaient auparavant réservées aux filles. Bon, j'ai beaucoup d'histoires, mais je crois qu'il faut que je m'arrête. Merci beaucoup, Tony et Lauren. Donc, vous vous êtes concentrés sur différents éléments de votre travail en ce qui concerne l'égalité de genre. Et bien sûr, vous avez autonomisé les enseignants pour qu'ils puissent avoir un effet positif sur les étudiants. Donc, je sais qu'il y a certaines approches qui sont semblables, mais c'est probablement la même chose pour SOS. Alors, qui pourrait commencer? C'est un plaisir pour moi de parler de l'égalité de genre et de ce qui est arrivé dans notre communauté, mais je voudrais partager le fait qu'il y a 75 menteurs et 45 enseignants qui ont été formés sur la question de l'égalité de genre. Et donc, il y avait également 260 personnes qui ont pu apprendre dans leur langue, mais également en espagnol. Et donc, les parents, les mentors et les élèves ont démontré qu'il y avait des changements positifs. Par exemple, un de nos mentors à San Felipe, son rêve, c'était de devenir une mécanicienne et on lui avait dit que c'était un métier d'homme. Mais maintenant, sa famille a compris qu'elle peut suivre son rêve et briser les tabous qui existent dans la société. Donc, merci de nous avoir donné l'occasion de faire ça. C'est vraiment
extraordinaire ce qui s'est passé. Et nous avons donc ces histoires, ce que nous avons choisi pour ces communautés. Il y avait Sena, c'est une jeune fille du Pérou. Elle ne pouvait pas étudier parce qu'il y avait plein de problèmes. Elle était enceinte. Donc, lorsqu'on a traduit ces matériaux dans des langues autochtones, comme ceci, les parents et la personne disaient, bon, je peux voir que ceci pourrait arriver chez nous. C'est bon parce que ces communautés sont beaucoup plus au courant maintenant. Merci. Merci, c'est vraiment bon. C'est une petite période de mise à l'essai, mais je crois que les effets continueront pendant très longtemps. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je sais qu'on pourrait parler plus longtemps de genre et si vous avez des questions, vous pouvez le mettre dans la boîte de questions. Moi, ce qui m'a frappé durant cet appel, c'est que les partenariats sont vraiment très, très bons entre les organisations canadiennes et les partenaires sur le terrain. Pourriez-vous me dire un petit peu comment vous travaillez ensemble? Quelle était l'importance de ceci en ce qui concerne la mise à l'essai de votre innovation? Donc, je vais demander à SOS de commencer à parler des partenariats. Oui, je peux en parler. Comme je l'ai dit avant, lorsque nous avons commencé ce programme, la pandémie a démarré. On devait rencontrer les communautés, puis former des enseignants et des agents de programme. On n'a pas pu le faire, donc nous avons fait les formations en ligne. Donc, la réussite de cette innovation est en fait le résultat des communications, des formations constantes. Nous avions des rencontres hebdomadaires avec les agents de projet. On parlait du programme, on parlait de comment on pouvait améliorer les choses et aussi si nous avions des défis. Ils pouvaient m'appeler n'importe quand. C'était vraiment très, très bon parce que c'était un agencement de plusieurs idées. On avait vraiment l'impression d'avoir un travail d'équipe. Nous étions vraiment engagés envers ces communautés. C'était quelque chose que nous voulions faire pour nos communautés. C'était important de connaître les restrictions locales. Lorsqu'on travaille avec différentes cultures, il faut comprendre la culture, les restrictions qu'ils ont à cause de la COVID, par exemple. Donc, c'était important d'avoir cette relation. Moi, je suis latina aussi. Je suis ici au Canada, mais j'ai pu comprendre la culture canadienne, mais je comprenais aussi la culture du Guatemala. Donc, c'était vraiment ça a vraiment rendu les choses plus faciles. Oui, c'est bien d'avoir ce genre de relation à long terme. Est-ce que Lorraine ou Tony voudraient dire comment vous avez fait pour entretenir cette relation sans pouvoir aller sur le terrain? Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois durant nos rencontres, bon, mon travail n'est pas aussi drôle qu'avant puisque je dois rester au Canada tout le temps, mais nous avons travaillé depuis longtemps avec le gouvernement autochtone de Bossawa. Donc, c'était vraiment bien pour nous de pouvoir introduire la technologie dans cette région. Nous avons pu leur amener quelque chose auquel ils n'avaient pas accès auparavant. Et bien sûr, avec l'énergie solaire, nous avons pu leur permettre de combler les lacunes. C'était ce qui leur manquait auparavant. Avec le nouveau partenariat, bon, la question du travail avec la technologie, la mise à l'essai de l'innovation, c'était vraiment une bonne occasion pour nous d'impliquer de nouveaux partenaires. Ils se demandaient, bon, est-ce que ça va fonctionner? On va essayer ça. Donc, ils ont pu faire cette mise à l'essai, travailler avec de nouveaux ministères d'éducation aussi. C'était la première fois que nous travaillons au Nicaragua. Donc, nous avons pu augmenter leur portée. Ça, c'était vraiment très bien. Je ne sais pas si Tony a quelque chose à dire avec, en ce qui concerne les partenariats. Ça fait très longtemps que vous êtes dans la région. Oui, je voudrais souligner quelques petites choses sur les partenariats.
ce que je peux dire, que nous avons un très bon partenariat entre le gouvernement culturel et CFC. Et bien sûr, ceci a permis de renforcer les ressources. C'est une des choses qui sont arrivées durant le projet. Il a fallu inclure les leaders communautaires et parce que eux, vraiment, ils pouvaient s'approprier le projet. Lorsque nous avons fait les sondages, nous avons vu qu'on avait besoin des leaders communautaires. Et c'était également en ce qui concerne la pérennité du projet. Nous voulions vraiment constater qu'il y aurait ce changement qui arriverait. Et donc, le gouvernement territorial a joué un grand rôle. Il y avait le ministère de l'Éducation et je crois que ces partenariats forts ont vraiment rendu le projet possible. Je suis très emballée personnellement parce qu'il y a des histoires dont je peux parler. Alors, nous pouvons avoir ces exemples d'éducation pour les enfants. Moi, j'ai été éduquée à Managua. C'était difficile, mais ça a été rendu possible par les relations. Et nous sommes très reconnaissants aussi envers le Canada. Donc, nous voulons vous remercier pour tout votre soutien. Oui, Tony, pour vos deux projets, vous avez fourni des matériaux en langue autochtone et vous voulez vraiment que la communauté s'approprie le travail. Donc, nous voulons vraiment nous assurer que ceci va continuer et va pouvoir se recommencer. Alors, deux leçons clés que vous avez apprises durant cette mise à l'essai. Donc, est-ce que chacune des organisations pourrait en parler? Donc, à SOS, est-ce qu'il y a une leçon clé que vous avez tirée de votre travail et que vous voudriez partager? À ce moment-là, à cause de la situation de la pandémie, nous voulions continuer dans les écoles, mais bon, bien sûr, personne n'allait plus à l'école. Donc, nous avons fait des visites à la maison et nous avons que bon, l'apprentissage un par un est beaucoup mieux que l'apprentissage en groupe. Et les mentors, au début, n'étaient pas très familiers avec la technologie et les tablettes, mais au bout d'un petit moment, ils ont pris confiance. Et puis, les enfants également ont fait preuve de plus de confiance. C'est bien de voir, bon, les enseignants font de leur mieux et donnent des devoirs aux élèves, mais la plupart des parents ne savent pas écrire, lire et écrire. Alors, ça, c'est là où les mentors peuvent aller appuyer les enfants dans la communauté. Merci beaucoup. Merci, c'est très intéressant. Vous êtes adapté à votre contexte. Je crois que c'est très efficace. Est-ce que CFC a une leçon clé que vous voudriez partager? Oui, c'était très intéressant. Dès le début, nous voulions souligner le développement et l'inclusion de la langue Miskito. Et bon, là, on parlait de technologie numérique. Est-ce que ça allait être accepté dans le contexte des connaissances traditionnelles? Mais c'était incroyable. Ça a été très bien été accepté. Les enseignants demandaient de nouveaux matériaux. Il y en avait qui avaient été produits par le ministre de l'Éducation, mais qui ne leur étaient jamais parvenus parce qu'ils sont dans une région très éloignée. Donc, nous leur avons rendu ceci disponible de façon numérique
et ils utilisaient ces documents très souvent dans la salle de classe. Il y avait des vidéos en Mosquito qui ont été produits au niveau local aussi. Tony, je ne sais pas si vous avez autre chose dont vous voudriez parler. Oui, je voudrais mentionner la question de la technologie et je voudrais souligner la question du Mosquito. Tout d'abord, j'ai mentionné la question de la technologie. Elle est vraiment très, très puissante, surtout lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique. Durant cette mise à l'essai, nous nous sommes assurés que la culture et la langue, les histoires Mosquito étaient inclus. Maintenant, tous ces droits peuvent être inclus dans les matériaux numériques. Et je crois que ça fera une grosse différence dans la vie des gens, surtout pour les peuples autochtones. Il y a beaucoup d'histoires et de documents qui peuvent être entreposés et n'importe qui peut y avoir accès. Ça, c'est un des grands avantages de la technologie. Et c'est comme ceci que nous pouvons l'utiliser à de meilleures fins. Donc, je suis très reconnaissant de ça aussi. Ça, c'est une des leçons que nous en avons tirées. Mais bien sûr, j'en ai beaucoup d'autres que je pourrais vous mentionner aussi. Merci beaucoup, Tony. Je crois que nous avons des super questions. Je vais passer la parole à Grace. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous voulez allumer vos vidéos? Alors, tout d'abord, pour les deux organisations, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des connexions que vous avez avec les autorités de l'éducation locale? Est-ce qu'ils ont accepté l'innovation? Ensuite, quels critères de sélection ont été utilisés pour ceux qui allaient participer? Donc, tout d'abord, les ministères de l'éducation et ensuite les critères pour la sélection. Depuis le début, nous voulions impliquer le ministère de l'Éducation, mais dans tous les pays et même en Alberta, bon, c'est un cas spécial pour l'élaboration des programmes et c'était un peu difficile de faire bouger le ministère de l'Éducation assez vite pour qu'il nous donne la permission d'utiliser leurs documents. Ça, c'était un processus qui devait être géré de manière attentionnée. Et donc, le ministère de l'Éducation est responsable d'envoyer les ressources. Et donc, nous avons pu faciliter ce transfert en installant les panneaux solaires. Comme ceci, ils ont pu inclure les écoles de Bossawa. Donc, ça a très, très bien fonctionné. Comme les documents sont déjà là dans le programme, et donc on disait, bon, il y a un programme, il faudrait l'inclure. Il y avait des techniciens aussi qui étaient impliqués, des gens du ministère de l'Éducation, et nous les avons amenés dans la région plusieurs fois pour leur présenter cette région et pour obtenir leur soutien au projet. Merci. SOS, est-ce que vous voudriez répondre à la question brièvement, les liens avec le ministère de l'Éducation et l'acceptation de ces innovations? Je voudrais parler des liens avec le ministère de l'Éducation. Je suis très reconnaissant parce que c'est une organisation importante et ils nous ont appuyés de différentes manières. Il y avait, bon, une personne qui nous aide beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de communautés qui veulent s'impliquer avec nous parce que nous avons créé quelque chose de très valable. Alors, chaque mentor s'occupe de 5 personnes et c'était difficile à cause de la COVID.
Et il y a beaucoup plus d'écoles qui veulent de l'aide, les enseignants veulent de l'aide. Donc, ils ont regardé notre communauté parce que nous avons ce genre de projet. Donc, ils demandent qu'il y ait plus de projets comme celui-ci pour d'autres communautés. Il y a à peu près 90 communautés et il y a juste Las Arrugas qui a ce genre de programmes. Donc, 89 autres communautés ont besoin de ce genre d'aide. Donc, le ministère de l'Éducation nous a appuyés. Il y a eu des ateliers sur l'égalité de genre. Merci. Je pense que vous avez de très, très bons liens. Merci beaucoup. Nous avons une bonne coordination avec CDA, c'est le ministère de l'Éducation dans notre région. Nous avons une très bonne relation avec eux depuis 7 ans. Et donc, ils nous aident et les enseignants aussi. Durant la pandémie, les enseignants appuyaient le projet. Par exemple, nos enseignants étaient très heureux de la ressource. Ils l'aiment beaucoup. Donc, ils voudraient avoir ceci dans différentes écoles, différentes collectivités. C'est comme ceci que nous avons pu réussir à atteindre nos objectifs dans le programme. C'est grâce à ça. C'est ça ce que je voulais dire. Merci. Il y a une petite question rapide sur le programme des tablettes. Où est-ce que vous avez demandé les matériaux dans la langue locale? Peut-être que vous pourriez en parler. La plupart du temps, nous avons traduit et créé des documents nous-mêmes. Ce n'était pas toujours disponible. Vous voulez peut-être parler du processus pour la traduction? Pour la traduction, je vais parler de ce que nous avions. Il y avait des nouveaux documents et nous les avons téléchargés. Nous avons créé ça sur l'entrepreneuriat, la littératie financière et nous avons téléchargé ça dans Rumi. Et pour Redchon, c'était une unité que nous avons utilisée dans les écoles et les mentors pouvaient aller dans Rumi et pouvaient choisir ce qui était utile pour eux. Si c'était bon, de la biologie, de l'histoire, ils pouvaient télécharger des vidéos ou d'autres documents selon ce qu'ils voulaient. Mais bon, ça c'était pour Rachel, mais pour Rumi, c'était le soutien entre les enseignants et puis la traduction pour qu'ils puissent être plus à l'aise avec l'égalité de genre, par exemple. Je vais ajouter une chose. On a travaillé avec une organisation qui fournissait des traductions officielles. Mais il y avait également des étudiants qui nous ont aidés à enregistrer leur doublage par rapport au document d'origine. Donc, voilà, il y avait plusieurs manières de s'attaquer au problème de la traduction. Et puis, bien sûr, Isabelle et Tony ont pu nous aider pour ça puisqu'ils sont de langue maternelle espagnole. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ça a fonctionné en pratique puisque la mise à lycée était courte, il y avait la pandémie, la distance. Donc, comment ça fonctionnait avec les partenaires? Alors, changement pour les enfants. On a besoin de juste une petite question, une petite réponse rapide. Je vais le faire rapidement. Comme on l'a mentionné auparavant, les partenariats étaient bien établis depuis plus de 20 ans. Il y avait des organisations qui étaient vraiment intéressées à participer parce que c'était innovateur et ça s'adressait à des endroits très éloignés. C'était intéressant
pour les gens de voir, bon, un enseignant qui touche un ordinateur pour la première fois. Et donc, c'était vraiment incroyable, les résultats et la rapidité à laquelle ils ont adopté la technologie. Et même avec la pandémie, parce que c'était un projet en technologie, nous avons pu avoir beaucoup de rencontres Zoom. On pouvait être également présent dans la salle de classe de manière virtuelle. Donc ça, c'était vraiment très utile. C'est triste qu'on ne puisse pas voir ces résultats en personne, mais bon, c'est un projet technologique, donc on peut quand même voir ça de loin. Ce qui nous a beaucoup aidé au Nicaragua, c'est qu'ils n'ont jamais fermé les écoles. Donc, on a pu faire le projet avec les écoles qui étaient ouvertes. Tony, avez-vous quelque chose à dire sur les partenariats et comment ça a fonctionné? Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Nous avons cette relation depuis longtemps. Elle dure depuis 20 ans. Donc, c'est peut-être pas juste cette innovation. Il y a également tout cet effort d'apporter des changements dans la région. C'est le résultat de beaucoup d'années de travail. Cette relation est vraiment pratique et elle est là depuis des années. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Une autre réponse de la part de SOS? Je voudrais répéter la même chose. La plupart du temps, nous avions le partenariat qui était établi avant le projet. Nous avons également développé de nouveaux partenariats, bon, parce qu'il y avait des nouvelles situations, la pandémie. Qu'est-ce qui nous a permis que ça fonctionne? Bon, nous avions des discussions sur le rôle de chacun, comment est-ce que ça peut être à l'avantage de toutes les organisations. J'ai travaillé avec Girls Rising dans cette région du Guatemala. On les a aidés avec leurs activités d'évaluation. Et donc, ça a fonctionné pour les deux organisations. On les a aidés à atteindre les objectifs de leur programme. Même chose pour nous. Donc, et il y avait beaucoup de communication aussi. Ça, c'était très important. Merci beaucoup. Dernière question, gardez les réponses très courtes. Cette question est intéressante. C'est sur l'intervention elle-même, l'innovation que vous mettiez à l'essai et l'hypothèse. Alors, quelles autres choses, quels autres facteurs qui n'étaient pas mesurés dans le cadre, mais qui ont contribué à l'impact de votre intervention? Ça ne faisait pas partie de votre cadre, mais ça a quand même contribué à votre intervention. Je peux dire une chose, et bon, ça s'adresse à cette question. Le changement le plus important qu'on a vu, c'était les étudiants qui vraiment croyaient en eux. C'était pas juste un résultat particulier, mais ils ont parlé du fait qu'ils n'avaient plus peur de parler en public. Ça, c'était un bon point de départ. Il y avait ces cercles d'apprentissage et on parlait de la confiance en soi, de comment s'exprimer. Bon, il y a bien sûr, il y a des facteurs culturels. Il y a la guerre civile également du Guatemala qui avait une influence sur ceci. Donc, nous mesurions l'auto-efficacité, mais ça, c'est un petit peu difficile de la mesurer. Donc, on n'a pas vraiment mesuré le changement lui-même. Dans notre cas, nous avions une équipe de communication et nous avons demandé aux enseignants quelle est votre ressource préférée sur Rachel. Et tout le monde disait le module sur le genre et les vidéos sur le genre. Et même si ça faisait partie des résultats du projet, nous avons été surpris à quelle fréquence ça revenait. Donc, ce sont des femmes professionnelles, elles vont au travail tous les jours, elles ne sont pas à la maison avec des enfants toute la journée.
mais elles n'avaient jamais eu la reconnaissance de la société et de leurs étudiants qu'elles étaient des femmes professionnelles. Donc, ces vidéos, ces modules leur ont enseigné beaucoup sur cette question d'égalité et de comment communiquer leurs propres idées à leurs étudiants. Et ça, c'était vraiment très intéressant pour elles. Et bien sûr, lorsqu'on a doublé les vidéos en Mosquito et qu'on a fait ça pour l'égalité de genre, c'était vraiment un succès. Merci beaucoup. La question qui reste, comment est-ce que votre innovation pourrait être refaite autre part? Est-ce que ça pourrait être fait dans un autre pays, dans un autre endroit? Bon, c'est une question un petit peu compliquée. Je vais faire un petit commentaire. Ce qui était intéressant, c'est que les ressources existent en langue autochtone en Amérique du Sud et le seul obstacle, c'est l'énergie solaire parce que les matériaux existent déjà mais doivent être distribués dans ces régions. Et nous étions frappés par ça. Il y a toute une section du ministère de l'Éducation qui a ces matériaux, mais ils n'ont pas de budget pour l'envoyer dans les endroits où il y en a besoin. Donc, ça serait vraiment facile si on travaillait avec les organisations, si on pouvait avoir cette technologie. Il y aurait beaucoup plus d'éducation en langue autochtone qui pourrait avoir lieu. Merci beaucoup. SOS. Je veux partager donc le succès, moi je dirais les gens comme Noé et Isabelle sur le terrain, ils connaissent leur communauté et bien sûr c'est grâce à eux qu'il y a cette belle réussite. Et il y a également les partenariats, comment ils existaient auparavant. Une chose qu'on essaye de faire à l'heure actuelle, c'est que dans certains cas, les étudiants devaient marcher pendant 1 heure pour participer aux activités. Maintenant, il y a ces personnes qui font la promotion du programme et ça pourrait être fait plutôt que eux doivent se joindre à nous, ça pourra être fait dans l'autre sens. Nous allons pouvoir atteindre d'autres communautés, mais il faudra que ça soit adapté différemment. Mais ça pourrait être aussi adapté dans d'autres contextes. Merci beaucoup. Je vais en terminer ici. Merci à tous nos panélistes. Bonne journée.